Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous commencez à être habitués à nos rendez-vous du mercredi et du vendredi. Après avoir abordé sur les précédents lives des thématiques techniques, tactiques, avec Hervé Coudray, Jérôme Fournier et une thématique plus liée aux officiels mercredi dernier avec Nico Maestre. Aujourd'hui, on a choisi d'aborder une thématique aussi transversale qui est liée à la prépa physique. Donc, on va accueillir Julien Colombo. Bonjour Julien. Salut Pierre-Olivier. Donc Julien Colombo qui est préparateur physique du Pôle France, qui est accompagné sur cet aspect-là par Sabine Juras et Thibaut Pinson. Donc il est préparateur physique du Pôle France depuis 2013 et la particularité de participer les aider à différentes campagnes d'équipe de France, à la fois sur le secteur masculin et sur le secteur féminin. Donc des U16 jusqu'au U19, il a touché un petit peu à toutes ces catégories-là. Donc Julien, moi je suis prêt, je me suis mis en tenue. J'ai mis mon short, je suis prêt à partir sur une bonne séance repas physique. C'est ce qu'on va faire ou pas du tout? Pas vraiment, mais on pourra s'en refaire une plus tard si tu veux. Mais là, moi, tu sais, je suis un client pour de nombreuses années pour toi. Donc, donc voilà. Écoute, je te laisse la main. Et puis la thématique, c'est effectivement comment on peut mieux vivre pendant le confinement. Donc ça ne me concerne pas vu que je suis moins sportif que les gens à qui tu vas parler aujourd'hui. Mais écoute, merci. Après, ça te concerne aussi parce que tu es confiné comme tout le monde. Hein. Donc, c'est vrai. non, sincèrement, merci beaucoup à tous les gars qui gèrent cette chaîne FFVE Formation pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là et de pouvoir partager un petit peu quelques idées autour de la particularité de rester chez soi dans ce moment un peu compliqué pour tout le monde. Mais donc je vais commencer par le plan. Quand j'ai réfléchi un peu après l'invitation à ce que je pourrais aborder avec vous aujourd'hui, l'idée c'était de ne pas venir présenter un catalogue avec des exercices et ce qu'il faut faire ou pas pendant cette période-là, mais plutôt avoir une réflexion autour de qu'est-ce que c'est être confiné et qu'est-ce que ça a comme conséquence quand on est sportif et on a des habitudes, notamment en termes d'entraînement. Et puis, très vite, rassurez-vous quand même, je vais aborder des choses bien concrètes en termes de pratiques et de choses à ne pas oublier quand on fait du sport, même quand on est à la maison. Donc, la première chose que je voulais aborder avec vous, c'est faire un petit rappel de ce que le confinement crée chez le sportif comme conséquence, notamment sur le plan physiologique. Donc, il y a une notion bien connue chez les sportifs qu'on appelle la notion de désentraînement et qui est une notion qui touche en temps normal des sportifs qui sont arrêtés pour des raisons de blessure et donc qui quittent la pratique régulière de l'entraînement parce qu'ils sont blessés. Sauf que là, même les sportifs qui sont en bonne santé sont confrontés à cette notion-là, puisque en étant confinés, on a forcément moins d'activité physique. Donc, je reviens juste sur un principe simple. Quand on s'entraîne, on essaye de créer des adaptations et on essaye d'évoluer et de progresser dans tous les secteurs, que ce soit technique, tactique ou bien physique. Et dans l'entraînement, à chaque fois qu'il y a une interruption de ces habitudes-là, de quelque nature que ce soit une blessure ou là, la situation actuelle, ça va forcément entraîner des modifications. Donc, l'état général, ou on va appeler ça la condition physique du sportif, va forcément être modifié. Quand on parle de désentraînement, de quoi on parle exactement? En fait, on parle de tous les phénomènes qui accompagnent la diminution ou l'arrêt ou qui soit temporaire au total de la pratique sportive. Et donc, en termes de durée, on parle d'un désentraînement court quand l'arrêt ou la diminution est inférieure à 4 semaines, ou on parle d'un désentraînement long quand ça dépasse les 4 semaines. Là, malheureusement, et en plus, ça a été allongé après l'annonce du président il y a quelques jours, mais là, on est dans une situation de désentraînement long. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans ces moments-là sur le plan anatomique et physiologique chez les sportifs, mais on ne va pas rentrer trop dans le détail. Simplement, il y a des choses importantes à retenir. La première, c'est que toutes les qualités physiques se dégradent.
la force maximale, par exemple, que vous pouvez avoir développée va se détériorer à partir de 4 semaines d'arrêt, dans des fourchettes allant de 7 à 12% d'arrêt si l'arrêt est prolongé au-delà de 8 semaines. L'endurance, donc la capacité à faire travailler son appareil cardiovasculaire, va diminuer lui aussi. Vous voyez que la diminution est relativement importante et ça dès 3 semaines d'arrêt. Et puis la troisième qualité importante qui était pour moi à sortir, c'est la force vitesse. C'est pareil, dès la première semaine, il y a une dégradation et puis on voit que cette dégradation-là se poursuit. Donc en gros, pour résumer tout ça de façon très simple, il faut juste prendre conscience que quand on diminue l'activité sportive, quand on n'en fait plus du tout ou qu'on en fait moins, eh ben on perd les bénéfices de l'entraînement qu'on avait réussi à obtenir dans la période d'avant. Julien, excuse-moi, j'ai une petite question sur cette chose-là. Oui. Effectivement, comme tu l'as dit, le confinement il a été prolongé et que là, on est sur potentiellement 8 semaines, voire plus. Ça, c'est quelque chose d'inédit auquel tu n'as jamais rencontré dans ta carrière, puisque ce n'est pas quelque chose de fréquent. Mais néanmoins, un athlète qui a peut-être 8 à 10 semaines d'arrêt, combien de temps tu évalues sa capacité à revenir à pleine capacité de sa force max, son endurance ou sa force vitesse? Alors c'est justement là où je voulais en venir à la fin de ma diapo, c'est justement la problématique qui réside dans le temps dont on va avoir besoin pour retrouver le niveau d'avant. Et on est confronté à ce problème-là, comme je l'ai dit au début, quand on est confronté à la blessure, souvent on se contente de se dire bon, ok, ma blessure est soignée et je peux reprendre la pratique, sauf que on peut la reprendre, oui, mais pas dans les mêmes conditions qu'avant. Et il faut prévoir que, en général, c'est ce que j'ai fait ressortir là dans l'idée de fin de cette pause, c'est qu'il faut souvent une période équivalente à 2 fois la période d'inactivité pour retrouver toutes les valeurs à leur niveau d'avant-arrêt. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reprendre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas retourner sur le terrain, ça veut dire qu'avant de pouvoir refaire exactement les mêmes choses que dans la période avant l'arrêt, il faut prendre le temps nécessaire pour faire remonter tout ça. Donc là, malheureusement, quand on va être confronté à la sortie du confinement, il faudra avoir une prudence particulière sur le retour à l'entraînement ou sur le retour à la pratique sportive pour ne pas penser qu'on peut y aller de la même façon qu'on le faisait avant. Mais okay. Tout l'enjeu de ce confinement et de mon intervention aujourd'hui, c'est de comment minimiser ces effets-là. On ne les enlèvera pas malheureusement, mais comment faire en sorte que les pertes soient le moins importantes possible et donc du coup on gagnera un peu de temps à la sortie. D'accord, merci. Donc du coup, on peut forcément s'en douter, cette baisse d'activité-là a des effets chez le sportif et notamment des effets sur la balance. Au niveau du poids, comme on a une dépense énergétique qui baisse, forcément on favorise la prise de masse grasse puisqu'on s'entraîne moins. On a moins de dépenses à ce niveau-là. Et donc, si on conserve un régime alimentaire équivalent, j'y reviendrai tout à l'heure, on peut s'exposer à une petite prise de poids. De la même façon, comme on sollicite moins les muscles, on fait moins d'efforts, on fait moins de musculation, ou en tout cas dans des proportions qui sont différentes. Du coup, ça favorise la fonte musculaire. Donc, tout ça fait qu'il y a des variations de poids qui peuvent être visibles chez les sportifs. Et puis, c'est des situations qui sont complètement inhabituelles pour les sportifs, qui leur donnent beaucoup de temps libre. Un sportif, c'est quelqu'un qui a une journée qui est très rythmée autour de l'entraînement. Et donc là, cette rythmique-là est perturbée. Donc, on a beaucoup de temps à passer à la maison. Et ça donne l'occasion de grignoter. Donc, c'est pas forcément super pour le suivi du poids sur la balance. Et puis forcément, ça va avoir une répercussion aussi sur le moral parce que on a une modification de la sensation de bien-être. C'est souvent lié aussi à cette petite prise de poids, mais aussi dans sa qualité de vie. On va plus à l'entraînement, on n'est plus en contact avec ses partenaires, etc. Donc il y a des choses qui sont modifiées. Le rythme de vie global, comme je viens de le dire, change. Il y a aussi fortement la possibilité que le sommeil soit perturbé, on va se coucher plus tard, on va se lever plus tard,
Et tout ça, ça va vraiment modifier les habitudes du sportif qui, encore une fois, a une vie qui est bien, bien rythmée et bien cadencée. Et tout ça va faire apparaître des signes extérieurs qui sont assez visibles. On va devenir anxieux, stressé. On parle de petite dépression. En tout cas, le sportif va être perturbé par tout ça. J'ai lu ces derniers temps beaucoup d'articles ou de choses qui sont revenues depuis le début du confinement sur le fait que les athlètes de haut niveau étaient complètement perdus par cette modification de leurs habitudes, parce que c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, et donc c'est des choses qui sont assez gênantes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on associe l'inactivité et le bien-être, ça ne va pas ensemble. C'est très négatif. Qui dit inactivité pour le sportif dit que la sensation de bien-être est fortement altérée. Alors après avoir fait ce constat-là et après avoir pris conscience de qu'est-ce que le confinement a pour conséquence, c'est pas une fatalité. On peut bien sûr faire des petits ajustements qui vont nous permettre, comme je l'ai dit dans mon titre, de mieux vivre cette période-là. J'ai essayé de les résumer dans un petit tableau qui reprend les grandes caractéristiques ou les grands points à surveiller, en tout cas sur le plan nutritionnel. Je l'ai dit tout à l'heure, si on maintient un régime alimentaire identique, on s'expose à des prises de poids. Donc il faut juste, par des petites choses simples, privilégier des choses qui sont saines et qui ne vont pas occasionner de prise de poids, les légumes, les protéines, etc. Et surveiller, par contre, on dit que le féculent, c'est l'alimentation principale du sportif, c'est vrai, mais quand il s'entraîne beaucoup, et s'il s'entraîne moins, il faut qu'il fasse attention sur les apports en féculents. C'est juste des petits conseils qui sont assez simples à tenir. Pour le sommeil, c'est pareil. Essayez de garder des habitudes stables sur les heures de coucher, etc. Pas dormir trop. Continuer à avoir les mêmes rituels, se lever comme si on avait une journée normale. Sur le plan psychologique, c'est la même idée. Garder le cap. Concentrer son énergie sur ce qu'on peut contrôler. On ne peut pas contrôler les choses qui sont liées aux directives du gouvernement et à l'augmentation de l'épidémie. Donc ça, il ne faut pas se concentrer là-dessus, mais par contre, il faut garder un programme avec une journée, des objectifs, des choses à faire. Et puis mon petit conseil sur le plan psychologique, ça serait de pratiquer la simulation motrice. Donc en gros, c'est pratiquer son sport dans sa tête. Il a été prouvé, notamment par des collègues chercheurs à l'INSEP, que le fait de pratiquer dans sa tête son activité pouvait avoir des conséquences très positives parce que ça permet de rester dans l'activité et puis ça favorise le retour sur le terrain que j'espère le plus rapide possible. Mais donc ça, c'est mon petit conseil sur le plan mental. Et puis, bien sûr, et c'est là où je vais m'attarder un peu plus, il faut absolument rester actif. C'est pas parce qu'on est confiné à la maison qu'on doit s'arrêter de pratiquer. Au contraire, après, j'ai remis les directives et les recommandations gouvernementales avec le temps maximum d'efforts à consacrer en une fois. Mais ce qui me paraît le plus important de retenir dans tout ça, c'est qu'on est dans des conditions particulières. Il faut tourner cette situation-là à notre avantage pour faire de nouvelles choses, pour essayer de nouvelles pratiques. Et j'ai envie de vous dire que le maître mot de tout ça, c'est qu'il faut absolument continuer à s'amuser, il faut prendre du plaisir et il faut qu'à travers la pratique sportive, vous puissiez trouver cette sensation de plaisir que vous n'avez plus parce que vous n'allez plus sur votre terrain où vous alliez d'habitude. Donc j'ai sorti quelques petites vidéos que je vous ai amenées de choses qu'on fait avec les jeunes au Pôle France qui illustrent un petit peu le fait de s'amuser en faisant du sport. Pour moi, il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, vous avez un exemple de travail ludique sur un travail de pied qu'on a fait avec des haies, mais rien n'empêche, et c'est là toute la gymnastique qu'il faut faire dans cette période de confinement, c'est être inventif et pouvoir transposer ce genre de travail-là à la maison. Et rien ne vous empêche à la maison de travailler avec des chaises,
ou avec des obstacles que vous placez dans le salon ou dans le jardin et reproduire ce même type d'exercice parce que au final, c'est très facile avec un petit peu d'imagination de pouvoir faire ce qu'on fait habituellement, mais de le faire à la maison. J'avais deux vidéos aussi, si vous êtes confiné et que vous n'êtes pas tout seul, parce que bien sûr, le confinement est un peu inégal et on n'a pas tous les mêmes conditions, mais si vous êtes plusieurs, que vous avez des frères et sœurs ou que vous avez la chance d'être confiné à plusieurs sportifs, je sais qu'il y a des sportifs qui se sont regroupés et qui sont confinés ensemble, quand vous êtes deux, vous pouvez vous amuser à faire des petits exercices comme celui que vous voyez là avec deux filles du Pôle France qui font des pompes ensemble. Et c'est un moyen juste de bonifier ou de rendre un peu plus ludique un exercice que tout le monde fait. Et c'est plus sympa de le faire à deux que de le faire tout seul dans son coin. Donc, c'est des petites idées de jeux ludiques qui me paraissent intéressantes et sur lesquelles je reviendrai un petit peu après. Julien, oui. Effectivement, cette période de confinement, elle fait appel il y a plein de spécialistes qui nous remettent au sport ou aménagent notre temps libre avec du sport. Globalement, si on fait appel rapidement à de la planification, voilà, il nous reste 4 semaines potentiellement jusqu'au 11 mai de confinement, quel exemple de planification sur une semaine tu pourrais nous donner pour qu'on puisse perdre le moins possible de nos acquis et entretenir nos qualités? Alors, une planification adaptée à tout le monde, ça va être compliqué. Je pense qu'une planification elle doit être au plus près du niveau et de la pratique de chacun. Mais en gros, il faut retenir qu'il faut conserver des sollicitations cardiovasculaires pour que cette qualité-là se dégrade le moins possible. Donc, pour que ça soit intéressant, je pense qu'il faut partir sur au moins 3 ou 4 sollicitations dans la semaine sur cette particularité de l'endurance cardiovasculaire. Après, sur le plan musculaire, c'est pareil. En fonction de votre niveau et en fonction de ce que vous allez devoir retrouver à la sortie, il faut conserver une sollicitation régulière. Ça peut être tous les jours si vous êtes très entraîné, ça peut être 3 fois par semaine si vous l'êtes un peu moins. Mais il faut continuer à faire un entretien musculaire. Et puis après, il y a toutes les choses qui se greffent à côté. Et je vais en parler après. C'est toutes les choses qu'on a le temps de faire parce que le confinement nous offre ce temps-là. Je parle de la souplesse, je parle de la mobilité articulaire, mais je vais y revenir très vite. Donc, une planification, je pense que le petit conseil que je peux donner, c'est aux sportifs qui s'entraînent beaucoup et qui ont des habitudes de s'entraîner beaucoup. Il faut les conserver, mais il ne faut pas oublier non plus que le corps a besoin de moments de récupération. Donc, il faut aussi aménager dans la semaine des moments où on laisse le corps tranquille. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais ma question c'est vrai, suffisamment vague parce que ça dépend effectivement du profil à qui on s'adresse. Mais toi, aujourd'hui, dans les profils que tu suis dans le cadre du Pôle France, les gens, ils ont une fréquence d'activité dans cette période de confinement qui est de l'ordre de tous les jours ou bi-quotidien, oui. Je ne sais pas. Non, c'est ça. Avec les jeunes du Pôle France, on a mis en place une organisation qui les maintient en activité et qui les maintient en activité tous les jours, soit de façon unique dans la journée, soit en bi-quotidien. Donc ils restent actifs, comme je l'ai dit, en gardant la vigilance de leur maintenir des temps de repos parce que c'est aussi important pour eux de pouvoir se reposer un peu. Ok, merci. Alors, je reviens du coup sur le PowerPoint parce que l'idée suivante qui me paraissait vraiment importante à développer avec vous, c'est et si au final c'était pas si dramatique que ça, et si est-ce qu'on peut pas trouver des conséquences bénéfiques à ce confinement. Je pense que la réflexion que les athlètes doivent avoir, et même les non-sportifs, c'est qu'est-ce que je veux faire et comment je veux tirer profit de cette particularité de situation et comment je peux sortir de là en étant fier de moi. Il y a plein de moyens, utiliser ce temps-là pour renforcer ses connaissances, se remettre dans les études, se lancer dans une formation, par exemple.
essayer de trouver une autre source de plaisir ailleurs que dans la pratique sportive, cuisiner, jouer de la musique, ça peut être, les exemples sont variés. Je pense que l'important aussi, c'est de ne pas s'isoler et en restant connecté avec l'entourage sportif et familial, parce que être seul dans son coin, c'est pas une bonne idée, et en tout cas, ça fera pas passer le temps plus vite, au contraire. Et puis, ma dernière idée importante, c'est il faut rester physiquement actif, il faut se sentir reconnaissant de pouvoir faire du sport, même si c'est adapté, même si c'est à la maison. C'est pas le cas pour tout le monde, donc on a la chance pour ceux qui peuvent le faire d'être actifs à la maison. Donc, et puis, il ne faut pas oublier qu'en faisant du sport chez soi, on se préserve soi-même, mais on préserve aussi les autres. Donc, le message, là, pour conclure, c'est rester chez vous et adapter votre pratique sportive à la maison. Donc, là, par contre, je vais passer un peu plus de temps parce que c'est mon champ de prédilection, mais j'ai envie de tourner le confinement de façon positive, dans le sens où physiquement, ça permet de travailler sur plein de choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire habituellement. Donc, le confinement, ça doit permettre de travailler sur ses points faibles. J'ai sorti une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui, pour moi, regroupe les points faibles ou les choses qu'on travaille de façon occasionnelle, ou en tout cas de façon pas assez importante dans le quotidien d'un sportif qui est encore une fois très chargé. Il y a des choses qu'on fait moins. Et bien là, il faut profiter de ce confinement pour faire ces choses-là. La première, j'en ai parlé tout à l'heure, et pour moi, elle est primordiale, c'est profiter du confinement pour améliorer la souplesse et la mobilité. C'est des choses qui sont extrêmement importantes dans la pratique de tous les sportifs, quelle que soit l'activité qu'ils pratiquent. Et c'est des choses qu'on ne fait pas assez à mon goût. Et donc là, je vous donnerai juste après quelques exemples en vidéo de choses qu'on peut faire. Mais je pense que tout à l'heure, tu me posais la question de qu'est-ce qu'on peut faire. Je pense que tous les jours, on a le temps et on doit s'accorder le temps de faire des séances de mobilité et de souplesse. Un autre point qui me paraît important, c'est développer la qualité de gainage pour un sportif, encore une fois, quelle que soit son activité. Le gainage est primordial. Alors maintenant, c'est vrai que ça commence à rentrer un peu dans les mœurs et dans les pratiques. Le gainage est un travail qui est très développé. Mais là, on a le temps. Alors pourquoi pas aller un peu plus loin? Pourquoi pas faire des choses, encore une fois, un peu plus ludiques, mais en tout cas profiter pour travailler cet aspect-là qui est important, qu'est le gainage. Et puis, là, c'est un peu notre cheval de bataille avec mes collègues au Pôle France, Sabine et Thibaut. On est vraiment très vigilants à faire comprendre à nos jeunes basketteurs que l'importance d'avoir un pied fort, c'est primordial. Et j'ai envie de dire c'est primordial pour un basketteur, mais c'est primordial pour n'importe quel sportif. À partir du moment où le pied, c'est notre zone de contact avec le sol, c'est le pied qui va enclencher toutes les actions de course, de saut, de freinage, de changement de direction, etc. Donc le pied se doit d'être fort. Et donc, profitez de cette période de confinement pour renforcer votre pied. Je pense que c'est une excellente idée. Et puis la dernière, que j'illustrerai pas, parce que les trois précédentes seront illustrées par des vidéos, celle-là, je ne l'illustrerai pas. Je pense qu'aussi, c'est un moment privilégié pour soigner ces petits bobos. On est à la maison, on fait moins d'activités. C'est le moment de prendre du temps pour se soigner de petites blessures qui reviennent en permanence, de petites gênes qui sont là et qui perturbent un peu l'entraînement quotidien, pour que quand on va retrouver le terrain et qu'on va retourner à l'entraînement, on se soit débarrassé de ces petits bobos-là. Avant que tu enchaînes sur les vidéos, oui. Il y avait quelques questions. Alors, même en n'étant pas du tout spécialiste de prépa physique, qu'est-ce qui t'a amené à faire ces choix-là? C'est, on va dire, les 3 choix forts, les 3 premiers, puisque le dernier, effectivement, ça coule de source liée à la période de repos pour pouvoir soigner les différents petits pépins. Pourquoi les 3 premiers ont retenu tout particulièrement ton attention? Alors, tout simplement parce que c'est des choses auxquelles on est confronté avec mes collègues et je pense que tous les préparateurs physiques sont confrontés à ça au quotidien. C'est des choses qui sont, j'ai pas envie de dire des lacunes, mais c'est des choses qui sont
pas assez travaillé chez les sportifs en général, et qu'ils soient jeunes ou adultes, hein, pour discuter souvent avec mes collègues à l'INSEP qui gèrent la cellule de réathlétisation. Les athlètes adultes qui se rendent là-bas ne sont pas forcément mieux sur ces trois notions-là que le sont nos jeunes qui sont mineurs au pôle basket. Mais pour moi, je pense que c'est les trois notions primordiales qui assurent à un athlète et à un sportif une pratique en toute sécurité pour éviter de se blesser. Parce qu'encore une fois, la finalité quand on pratique un sport, c'est de ne pas se blesser. Donc, D'accord. Et les autres aspects liés, par exemple, à la vitesse, c'est pas quelque chose qui est facile à faire, je pense, en période de confinement, mais ça n'a pas retenu ta priorité. Non, parce que pour moi, je ne le mets pas dans la catégorie point faible, la vitesse. La vitesse, c'est une qualité athlétique comme l'est l'endurance ou la force. J'en ai parlé avant, c'est des choses qu'il faut entretenir pendant le confinement et qu'il faut essayer de dégrader le moins possible. Mais là, sur ce thème-là, je suis vraiment centré sur des choses qui sont pour moi des points faibles. Et donc, j'ai retenu ces trois-là. D'accord. Je vais te laisser les développer en images, je crois. Voilà, donc j'ai sorti quelques vidéos. La première sur la mobilité, un exemple d'exercice de mobilité qui me paraît très intéressant. Chez les basketteurs, on a une particularité, et surtout pour les joueurs intérieurs, là je vais m'adresser un peu aux coachs qui comprendront mon discours. Les joueurs intérieurs sont des gens qui par définition ont les bras en l'air énormément de fois pendant le match. Alors un basketteur de toute façon a les bras en l'air puisque les actions de tir se font avec le ballon au-dessus de la tête. Donc on a une articulation qui est importante chez le basketteur, qui est l'articulation de l'épaule. Et on a souvent des problèmes de mobilité, surtout chez les très grands. Là, sur cet exercice-là, vous avez une illustration d'un exercice qui a l'air simple, mais je vous garantis qu'il ne l'est pas, et qui met en jeu à la fois la mobilité de l'épaule et un travail de renforcement musculaire intéressant sur des muscles qu'on appelle les fixateurs des omoplates, qui sont, là c'est pareil, un muscle très souvent déficitaire chez les sportifs, surtout chez les jeunes. Et donc, par un exercice simple, là, vous avez besoin d'autcun matériel, vous mettez à plat ventre sur votre tapis ou sur une surface sur laquelle vous êtes confortable, et vous pouvez faire ce petit exercice de mobilité d'épaule. Et si, pour ceux qui auront le courage de le tester, vous verrez qu'il est loin d'être évident. Après, là, on a placé des obstacles qui sont d'une certaine hauteur. On peut jouer sur les hauteurs quand c'est plus compliqué et que la mobilité est très limitée. Et ben, on baisse un peu les obstacles. Quand la mobilité est très bonne, parce que ça arrive aussi chez certains sportifs que ça soit possible, on peut monter les obstacles. Mais là, vous voyez, sur le premier mouvement que l'athlète fait avec les bras devant, ses bras se soulèvent très peu, donc la mobilité qu'il a quand les bras sont tendus vers l'avant est moins importante que dès que ses bras passent un petit peu plus sur l'arrière. Donc là, on a un exercice assez intéressant. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les grands joueurs et surtout les jeunes qui sont très grands, c'est un exercice qui est, à mon avis, très intéressant. Je ne sais pas s'il y a des questions sur l'exercice, Pierre-Olivier. Non, il y a les questions qui arrivent, elles arrivent sur ton troisième point, sur le travail du pied. J'ai 2 questions là-dessus. Parfait. Et ben, du coup, j'enchaîne sur la vidéo suivante qui justement va illustrer un des exercices possibles sur le travail du pied. Le travail du pied, en soi, il n'est pas compliqué. Mais par contre, la première chose que je vais vous demander de bien retenir si vous voulez travailler le pied, c'est qu'il faut absolument travailler pieds nus. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a des pieds qui sont pas assez forts chez les basketteurs, et là je parle des basketteurs, mais c'est sûrement le cas chez les autres sportifs, c'est qu'on a des pieds qui sont dans des chaussures de plus en plus développées sur le plan technique, on va dire, et qui font une partie des choses que le pied devrait faire lui-même. Je parle d'amorti. Je parle de renvoi. Souvent, on entend les chaussures sur les changements de direction, elles ont un super renvoi, etc. Nos chaussures sont bien, mais elles ne nous rendent pas service parce qu'elles travaillent à la place de notre pied, ou en tout cas, elles diminuent les actions que le pied doit faire pour pouvoir gérer toutes les contraintes qu'on lui fait subir dans l'activité, les changements de direction, les réceptions de saut, etc. Et donc, il faut revenir à la base, il faut travailler pieds nus.
Là, vous avez sur la vidéo un exercice tout simple de déplacement. Alors là, c'est un déplacement latéral. On peut faire ce même déplacement en ligne droite vers l'avant et vers l'arrière. Sur pointe de pied, vous voyez que le talon de l'athlète est décollé en permanence. Et on ajoute à ce travail de déplacement sur pointe de pied un travail de mobilité. Vous voyez qu'à chaque fois que le pied se décolle, les orteils se dirigent vers le plafond. Donc on a un travail de mobilité de cheville également sur cet exercice-là. Si vous observez bien la vidéo, vous voyez que si on veut aller dans les consignes, à chaque fois que le pied se pose, il y a une légère bascule de la cheville vers l'extérieur. Et là, on a une illustration du fait que cet athlète-là a besoin de renforcer non seulement son pied, mais tous les muscles qui sont autour de l'articulation de la cheville pour que ça soit plus stable. Et donc là, ce travail-là se justifie avec lui. Cet exercice-là n'est qu'un exemple de tout ce qu'on peut faire en travail de pied, mais ça me paraît important de l'illustrer par des choses très simples. Ça, tout le monde peut le faire à la maison. Le matin, en se levant, on peut faire un travail de renforcement de pied. On peut utiliser une marche d'escalier pour travailler le renforcement des mollets, etc. Donc, c'est des choses qui sont vraiment assez simples à mettre en place et qui, malgré qu'elles soient si simples à faire, on ne le fait pas assez. La première question qui arrive, c'est lié. Comment tu évalues le gain de la mobilité? Le gain de la mobilité du pied, parce que là, on a vu tout le travail que tu effectuais, mais est-ce que tu as vu des gains en faisant ce travail-là? Si oui, lesquels? Alors bien sûr, oui, quand on passe du temps, c'est comme tout, hein, quand on s'entraîne, on dédie du temps au développement d'une qualité, on a forcément des résultats. Donc quand on parle de mobilité ou de renforcement du pied, quand on passe du temps à faire ce genre de travail-là, on voit des résultats. La mobilité, elle s'évalue comment? Elle s'évalue dans l'augmentation des amplitudes articulaires qu'on va réussir à trouver, parce que qui dit problème de mobilité dit problème d'amplitude articulaire. Alors l'amplitude articulaire, elle peut être perturbée par une trop grande raideur musculaire. C'est pour ça que j'ai associé la mobilité et la souplesse. Donc on obtient des résultats visibles grâce à des augmentations d'amplitude. Pour le travail du pied, on a des indicateurs qui sont assez simples. Là, si je reprends l'exemple de la vidéo que vous avez vue juste avant, on peut voir l'affaissement ou en tout cas la rotation externe des chevilles. C'est des choses qu'on ne verra plus une fois que le travail aura été fait suffisamment longtemps pour corriger ces défauts-là. Donc, il y a des petits indicateurs qui sont visibles et qui seront visibles pour un œil aguerri, mais comme elles seront visibles également pour des gens qui n'ont pas forcément ce même regard. Et globalement, là c'est ce que tu insistes sur la période de confinement, mais en période, on va dire, normale d'entraînement, c'est un protocole que vous suivez régulièrement au Pôle France, ce type de travail-là? Oui, sur la mobilité, on a mis en place une routine de mobilité avec une des équipes dont j'ai la charge au Pôle France, et c'est quelque chose qu'on fait de façon récurrente dans la semaine. Alors après, le temps dédié de façon quotidienne à la pratique de la mobilité est pas forcément équivalent de jour en jour, mais on essaie d'y passer dans les échauffements, un petit peu de temps tous les jours, et on a une grosse séance dans la semaine dédiée uniquement à ça. On ne fait que de la mobilité. Oui, donc du coup, comme je vous le disais, le gainage c'est devenu quelque chose qui est travaillé de plus en plus avec les sportifs. Et encore une fois, l'idée, là, pour illustrer un petit peu mes propos sur le gainage, c'est trouver des petites façons de rendre ce travail-là un petit peu plus ludique et comment allier l'utile et l'agréable en même temps. Donc, j'avais une petite vidéo à vous montrer sur ce qu'on faisait avec les filles au Pôle France. Encore une fois, c'est une idée de travail qui se fait à deux. Vous pouvez solliciter quelqu'un qui va venir travailler avec vous. Là, vous voyez sur la vidéo que une partie du groupe est en position très classique de gainage en planche, alors que l'autre partie a, avec l'élastique, un rôle de perturbation de l'équilibre en venant mettre l'élastique en tension sur des petits déplacements. Alors là, moi, j'utilise
ce petit exercice-là dans une routine qu'on fait très régulièrement avec les filles au Pôle France. Et celle qui est en déplacement, je peux aussi lui demander des petites choses particulières sur la qualité de la pose du pied. Donc là, je renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur comment on travaille la qualité de pied. Là, du coup, on fait 2 en 1 avec ce genre d'exercice. On fait et du gainage et du travail de pied. Donc c'est comment allier l'utile et l'agréable. Donc c'était un petit clin d'œil sur un travail de gainage qu'on peut faire. Mais si je dois donner mon avis sur le travail du gainage doit être quotidien pour un sportif. Et là, en temps de confinement, je pense qu'il faut encore plus mettre l'accent sur cet aspect-là. Alors, Julien, il y avait une petite question qui nous est arrivée pendant le bug, alors, qui est liée à la mobilité. Donc, je suis désolé, on est un peu décalé par rapport au gainage. Je vais te faire le relais parce que ce n'est pas du tout mon jargon. On a une question de Mathieu Andreu, le préparateur physique de Saint-Chamond, qui demande, concernant le travail de mobilité, quelle méthode spécifique conseilles-tu? Le contracté relâché, le crack ou le passif court? Ça ne me parle pas du tout, donc je te le transmets. Non, mais je connais bien Mathieu et donc je ne suis pas surpris de sa question. Je le remercie d'ailleurs pour avoir laissé un petit mot. On a mis en place des choses très simples. On n'est pas allé aussi loin que ce que Mathieu dit sur les méthodes. On fait un peu de contracté relâché dans les temps d'étirement de fin de séance, pour gagner un petit peu effectivement en mobilité et en amplitude, en tout cas sur le musculaire. Mais les séances dédiées et spécifiques à la mobilité, on fait des choses qui sont très simples. Une mobilisation dans les amplitudes les plus grandes possibles, avec des répétitions allant de 8 à 10 ou 12 mouvements par exercice. On fait des choses qui sont assez basiques. Voilà, mais effectivement, comme il le dit très bien, il y a un certain nombre de techniques qui peuvent être utilisées, notamment par les kinés, pour faire ce genre de travail. Là, sur ce qu'on travaille avec les filles au Pôle France, on est sur des choses assez simples. Merci. Maintenant, tu vas nous illustrer effectivement ce que tu mets en place pendant cette période de confinement sur le Pôle France et les joueuses et les joueurs du Pôle France. Voilà, exactement. Donc, l'idée, c'était de vous amener quelques illustrations de ce qu'on a mis en place depuis le début du confinement avec les athlètes au Pôle France. Comme je vous l'ai dit, il y a des sollicitations quotidiennes, voire bi-quotidiennes, qui leur sont demandées. Donc, on envoie des séances tous les jours. Je vous ai amené des exemples. Donc là, on a un exemple d'une séance de renforcement ou de musculation sur le haut du corps, avec des exercices de musculation très simples et des exercices types, j'ai envie de dire. Mais la petite adaptation qu'on a mis en place, c'est, vous le voyez dans les consignes, dans le cadre rouge, c'est que tous les exercices doivent être réalisés avec un sac à dos qui remplace la charge habituellement utilisée dans la salle de musculation. Et c'est pour ça que pour cette séance-là, je garde les repères qu'on avait en salle de musculation avec elle. C'est-à-dire, on avait l'habitude de travailler sur des séries, sur un certain nombre de séries. Donc là, il y a 4 séries à faire avec un certain nombre de répétitions. Là, en l'occurrence, c'est 12. Et en musculation, on a des repères sur les charges maximales. Donc, on a l'habitude de travailler sur une charge qui leur permette de faire 12 répétitions. Là, je leur demande un petit exercice particulier, c'est de trouver quoi mettre trouver un sac à dos déjà. Ça, je pense que c'est pas compliqué pour toutes les filles de le faire, mais de trouver qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à dos pour pouvoir le remplir et m'approcher de la charge que j'avais dans la salle de musculation. Les exercices qui sont illustrés en dessous sont des exercices qu'on utilise et qu'on réalise dans la salle de musculation, sauf que là, on les transpose à la maison et on remplace la barre ou les haltères ou les poids par ce qu'on a sous la main. Donc l'astuce du sac à dos rempli avec des bouteilles d'eau, des livres, etc., c'est la petite combine qu'on a trouvée pour maintenir les séances de renforcement musculaire. Bien entendu, c'est une préoccupation permanente que j'ai avec elle, c'est qu'il ne faut pas que la charge soit négative sur la qualité du mouvement et qu'il faut que la qualité soit conservée quoi qu'il arrive. L'exemple suivant sur une séance de renfort du bas, c'est exactement le même. Et c'est exactement le même principe,
avec des exercices, encore une fois, qui sont connus et maîtrisés. Et avec l'astuce du sac à dos, on arrive à combler ou à remplacer le manque qu'on pourrait avoir de la salle de musculation que tout le monde n'a pas. Surtout que, comme je vous l'ai dit au début, les conditions de confinement sont très inégalitaires et il y en a qui ont du matériel, je le sais, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, on s'adapte aux situations de chacune pour pouvoir mettre en place un travail efficace. On va te laisser passer la vidéo et après j'ai une ou deux questions. Donc après, j'ai aussi voulu, avant de parler de la vidéo, juste faire un retour rapide sur, là je vous ai donné des illustrations de plein de mouvements de musculation qui sont différents, que ce soit sur le haut du corps ou sur le bas du corps. L'idée c'est ça, c'est remplacer les charges qu'on pouvait avoir dans la salle de musculation par ce qu'on peut trouver à la maison. Un sac à dos, un pack d'eau, ou n'importe quel autre objet plus ou moins lourd que vous pouvez facilement manipuler, parce que l'idée c'est quand même que vous ne vous mettiez pas dans une situation compliquée à gérer et que la sécurité soit remise en jeu, mais si on peut trouver un objet qu'on peut manipuler, bah, ça remplace les charges. Ou on peut aussi remplacer les charges additionnelles par des choses qui sont plus connues. Les élastiques le remplacent très bien avec des tensions différentes. Ou le mobilier aussi, hein, ça peut être une table, une chaise, un banc, un escalier, ça fait l'affaire quand on a ça sous la main à la maison et ça permet de pouvoir bien travailler même si on n'a pas de salle de musculation. Mais les petites vidéos que je vous ai amenées sont là pour illustrer le fait qu'il n'y a pas que quand on est à la maison qu'on est confronté à l'utilisation de ces méthodes-là pour remplacer la salle de musculation. Vous avez dans la première vidéo une illustration d'une séance de musculation qui a été faite dans le cadre d'un regroupement équipe de France. Donc c'est l'équipe de France U16 féminine. Et on avait dans un gymnase où il n'y avait pas de salle de musculation, une partie renforcement musculaire à faire. Donc vous voyez, j'ai sorti des bouteilles d'eau, j'ai des élastiques, j'utilise les marches de la salle pour faire un travail sur le bas du corps. Il y a des élastiques, là j'avais de la chance d'avoir un tout petit matériel pour que la jeune fille fasse les fentes, un matériel qui est lesté et en plus il est un peu instable. Donc, mais on fait avec ce qu'on a. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de salle de musculation qu'on ne peut pas travailler. Donc cette illustration-là vous montre que c'est des choses qui sont courantes et que vous pouvez le faire aussi à la maison avec tout ce que vous pouvez trouver comme matériel. Encore une fois, je précise, en étant vigilant à ne pas mettre votre sécurité. Prenez pas le canapé sur le dos pour faire des squats parce que je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Mais en tout cas, on peut faire. Et la deuxième vidéo... c'est dans le même esprit, c'était avec les garçons, une séance pareille dans un gymnase où vous verrez, parce que la vidéo va revenir sur le début, on utilise les rambardes au bord des gradins pour faire des tractions, on fait un banc, donc vous pouvez le faire à la maison avec des chaises pour faire des dips pour les triceps, un élastique aussi pour faire les épaules, un ballon où on peut faire ça avec un pack d'eau pour faire les abdos. Voilà, on utilise vraiment ce qu'on a sous la main. Je pense que mes collègues préparateurs physiques ne me contrediront pas quand je vais dire que voilà, le préparateur physique a plein d'idées de comment utiliser des objets qui ne sont pas forcément dédiés à ça pour faire un peu d'activité sportive. Merci Julien. Avant que tu ailles un petit peu plus loin dans ta présentation, j'ai deux questions. La première, c'est peux-tu nous expliquer le mode de communication que tu as avec les joueuses et les joueurs du Pôle France pendant cette période de confinement pour leur donner les exercices et quel retour ils t'en font pour que tu t'assures que ça soit bien fait et qu'il y ait une progression dans leurs travaux? Eh ben, écoutez, c'est très simple. On utilise WhatsApp pour la communication des documents. Donc moi, je prépare les séances à la maison sur mon ordi et j'envoie les séances individuellement sur WhatsApp aux jeunes. Et on a des contacts donc quotidiens par message et on a des contacts réguliers par téléphone. Donc je les appelle pour faire un bilan, comment ça se passe, est-ce que tout va bien. Cet appel-là me sert aussi à faire des adaptations en termes de conditions de confinement. Il y en a qui m'ont tout de suite dit
Je ne vais pas dehors, je ne peux pas sortir, donc la partie cardio, il faut la faire autrement. D'autres qui ont des conditions différentes et qui peuvent utiliser l'heure autorisée réglementairement pour aller faire son activité dehors. Donc on s'adapte et j'adapte en fonction du matériel qu'elles ont à la maison. Mais donc le contact est très régulier par téléphone, par message ou par appel vocal. D'accord. Et donc là, comme la période de confinement dure, comment tu fais pour varier les dispositifs et éviter la monotonie ou l'ennui? Parce que effectivement, quand on doit reproduire chaque jour ce type d'exercice-là, il y a une forme de routine ou de monotonie qui s'installe. Tout à fait. Mais donc j'ai fait un choix sur la première partie du confinement qui était de leur envoyer une séance différente tous les jours. Donc ça m'a demandé un temps de préparation assez conséquent, mais donc j'ai fait ce choix-là pour que tous les jours il y ait une sollicitation nouvelle, justement pour lutter contre cette monotonie et cette habitude, parce que j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont des habitudes de travail. Donc le fait d'être à la maison et d'avoir un programme, c'est des choses que les athlètes avec qui je travaille connaissent, puisque à chaque période de vacances, on envoie un programme avec les séances à faire pendant les vacances. J'ai voulu sortir de cette habitude-là pour les stimuler un peu plus et donc faire la séance du jour. Donc tous les jours, j'envoie une séance différente. Et là, on a basculé, puisque le confinement est prolongé, on a basculé dans quelque chose de beaucoup plus individualisé. Donc il y a eu une préparation aussi de séances avec des thématiques beaucoup plus ciblées sur les problématiques, je vous l'ai dit. On passe du temps pour travailler les points faibles. Et donc j'ai fait des séances en ce sens-là. Que je leur ai envoyé. Je leur ai expliqué que ces séances-là, je leur ai préparé 6 ou 7 séances avec des thèmes différents, qu'on allait les garder pendant une durée de 15 jours et qu'on resterait en contact pendant ces 15 jours-là et qu'au bout de cette période-là, il y aura une évolution des séances pour que justement on ne retombe pas dans la monotonie. Mais à un moment donné, je pense que pour que le travail puisse être efficace, il ne faut pas hésiter à répéter plusieurs fois la même séance. D'accord. Tu as vu là sur les 5 premières semaines des gens un peu décrochés ou faire des choses ou te renvoyer des rendus un petit peu de manière distanciée? Non, pas tellement. Je pense que personne ne décroche. Après, ça demande aussi de la part de tout le monde, les coachs et nous, les préparateurs physiques, de maintenir le contact. Donc, je pense que c'est grâce à ça qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas de décrochage. Mais non, je suis pas confronté à ça et je suis bien content qu'on ait encore tout le monde mobilisé. Et je pense que tout le monde est impatient de reprendre. Donc voilà. Et est-ce que, parce qu'effectivement, tu vas le traiter juste après, donc je ne vais pas déborder, mais cette période-là, on voit de tout sur Internet, des challenges ou des préparateurs physiques, mais on voit aussi des gens qui animent des séances collectives. C'est-à-dire Oui. que via des réseaux sociaux X ou Y, à un instant donné, on se met tous ensemble et on se connecte tous et on fait une séance collective. Est-ce que toi, c'est un dispositif que vous avez envisagé pendant cette période de confinement ou pas du tout? Non, c'est vrai qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait la séance collective. Par contre, on fait des petits challenges. Moi, je leur envoie des challenges sur un circuit abdo où je leur envoie des choses et elles ont. Je pense que c'est important de les garder un petit peu motivés avec des petits exercices comme ça. Et donc après, le challenge, c'est tout le monde doit renvoyer le nombre de tours qu'on a réussi à faire dans un temps qui était imparti ou combien de répétitions ou combien de temps on a réussi à tenir cet exercice-là. Et donc on a un groupe qui est très vivant sur WhatsApp et donc on arrive à maintenir la motivation comme ça et puis après on trouve un petit moyen de motiver tout le monde en disant que la personne qui perd le challenge va devoir faire un gage et puis filmer le gage et le mettre en vidéo pour tout le monde. Enfin voilà, on trouve des petites astuces. Mais c'est vrai que la séance collective, on l'a pas faite. Peut-être que ça viendra et que je me lancerai là-dedans avant la fin du confinement, peut-être. D'accord. Bon, maintenant, je vais te laisser juste que tu nous guides un peu face à l'ensemble des choses qu'on voit et des choses sur lesquelles le tri qu'on doit faire. Oui, donc effectivement, tu l'as très bien dit. Et une des raisons pour lesquelles je suis pas venu avec un catalogue d'exercices, c'est que Internet regorge de possibilités de trouver des idées de quoi faire quand on veut faire un peu de sport. On trouve vraiment tout, mais je pense qu'il y a des précautions à prendre. Il y a en tout cas un tri à faire.
la règle la plus absolue pour moi, c'est votre sécurité avant tout. Donc, quand vous décidez de faire quelque chose que vous avez vu sur Internet, il faut absolument le faire sans vous mettre en danger de vous blesser, parce que ça serait contre-productif et c'est vraiment pas le but. Le sport, c'est là pour vous faire vous sentir mieux et pas déclencher des blessures. Donc, copier ce que vous trouvez sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a énormément de gens qui mettent des séances, sur YouTube, pareil. Copier telles quelles les séances, pour moi, c'est une mauvaise idée parce qu'il faut d'abord vous poser des bonnes questions. Les bonnes questions, c'est quoi? C'est est-ce que l'exercice que je suis en train de regarder est de mon niveau? Est-ce que moi, j'ai le niveau physique nécessaire pour faire cet exercice-là? Parce qu'il y a des gens qui postent des choses qui sont très complexes, mais c'est des gens qui sont entraînés et pour qui ça pose pas de problème. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, ça risque d'être dangereux pour vous. Est-ce que dans la vidéo que je regarde, est-ce qu'il y a des indications sur les consignes pour bien réaliser les exercices? Parce que c'est pareil, ça va vite de mal réaliser l'exercice, penser qu'on le fait bien, et puis au final, on se fait plus de mal que de bien. J'y reviendrai après avec un exemple concret. Et puis, dernière question, c'est est-ce que j'ai une idée de quel est le temps de travail, combien j'ai de répétitions à faire, quelle est la récupération entre les séries, etc. C'est plein de petites questions qui paraissent bêtes, mais qu'il faut se poser avant de se lancer dans recopier ce que j'ai vu sur Internet. Surtout que le plus souvent, ces indications-là sont absentes. Et puis le plus important, je pense qu'en permanence, quoi que vous décidiez de faire comme exercice, il y a 3 règles d'or. La première, c'est être gainé, parce que le gainage assure une stabilité et une solidité au corps qui vous préserve d'un certain nombre de blessures. Il faut rester bien placé. Donc pour chaque exercice et chaque mouvement que vous voyez, il y a un placement à avoir. Ce placement-là, si vous ne le connaissez pas, il ne faut pas se lancer dans la réalisation du mouvement. Et puis même si vous connaissez ce placement-là, faites attention, si le mouvement est long ou si la sollicitation est longue, souvent la qualité du placement ou la qualité du mouvement se dégrade. Donc ma dernière règle d'or, c'est garder le contrôle dans ce que vous faites. Là, je vais illustrer cette idée-là par tout ce qu'on voit en ce moment sur les séances dites HIIT, qui sont des séances à très haute intensité. Faites attention. Je ne dis pas que le HIIT n'est pas une bonne idée, parce qu'il y a des avantages qui sont indéniables sur le maintien de certaines qualités, notamment l'endurance cardiovasculaire. Mais le HIIT, c'est quelque chose de très sollicitant. Il faut être entraîné pour le faire. Et donc, il faut être, à mon avis, très attentif à ne pas aller dans la trop haute intensité, surtout quand on n'y est pas habitué. Là, je vais prendre un exemple très concret et je vais revenir sur les entraînements qui ont pour but un but cardio. On a un mouvement qu'on voit quasiment partout qui s'appelle les burpees. C'est l'exemple parfait du mouvement sur lequel il faut être très vigilant. C'est un mouvement qui est très intéressant, c'est un mouvement qui est complet, c'est un mouvement qui fait appel à un ensemble très large de groupes musculaires et c'est un exercice qui est très cardio quand il est fait et qu'il est répété. Sauf que pour moi, c'est un exercice qui s'avère bien plus dangereux qu'autre chose s'il est mal réalisé. Là, vous voyez l'illustration de ce à quoi doit ressembler une burpees. Le dos, les épaules et les poignets sont vraiment mis à rude épreuve dans cet exercice-là. C'est illustré par les flèches que je vous ai mis à côté. Si la règle, elle est claire, si vous avez un problème dans une de ces 3 zones-là, supprimez cet exercice de votre entraînement. Remplacez-le par autre chose parce que, encore une fois, vous allez prendre plus de risques qu'autre chose. Et si et je souhaite à tout le monde que vous êtes en bonne santé et que vous vous sentez capable de faire cet exercice-là, adaptez la technique si vous n'êtes pas habitué à faire ce mouvement, adaptez la technique par des petites choses et des petites astuces simples. Supprimez la descente à plat ventre en restant sur les bras tendus. Ça évite déjà d'avoir toute la phase où le dos va se creuser. Si vous avez du mal à gérer les sauts et les réceptions de sauts parce que vous avez mal au dos ou mal au genou, supprimez le saut vertical. Et garder le contrôle du rythme, c'est encore une fois ma recommandation la plus importante, garder le contrôle dans l'intensité, parce que c'est à cause d'un contrôle qui est perdu qu'on arrive à se blesser.
Mais là, depuis tout à l'heure, je vous dis qu'il faut être vigilant par rapport au contenu que vous pouvez trouver sur Internet. Il y a des choses à ne pas recopier, mais il y a des bonnes idées. Il y a plein de choses qui sont intéressantes. J'ai pris un exemple parce que je trouvais que il correspondait bien à tout ce que je vous ai raconté depuis le début. Dans le journal L'Équipe, tous les jours, vous avez une séance proposée par un ancien athlète, Bob Tari, et à une séance à la maison avec du matériel. Là, vous voyez, je l'ai illustré volontairement. Il a des bouteilles d'eau, mais ça peut être un manche à balai, ça peut être utiliser une chaise, etc. Et ça c'est une vraie bonne idée. C'est une vraie bonne idée parce que c'est bien pensé, parce que c'est bien adapté, parce que c'est cohérent. Et donc là, j'ai envie de vous dire que ça fait partie des bonnes idées qu'il faut pas hésiter à appliquer. Et pour finir, parce qu'on parle des réseaux sociaux, si je peux me permettre de vous donner un conseil sur des comptes à suivre, parce qu'il y en a quand même qui sont intéressants. La liste que je vous ai donnée là, qui encore une fois n'est pas exhaustive, mais c'est une liste de collègues et amis qui regroupent des très bonnes idées et qui, pour moi, sont des gens qui vous feront pratiquer une activité sportive à la maison en toute sécurité, parce qu'encore une fois, c'est le plus important. Et je voulais conclure sur cette petite phrase-là. Un pro qui sait de quoi il parle, c'est quand même bien mieux et bien plus intéressant qu'une vidéo qui a l'air sympa et qu'on voudrait reproduire parce que ça a l'air cool et parce qu'il a beaucoup de likes sur sa vidéo. Donc, je vous invite à aller consulter les comptes Instagram de ces gens-là qui sont très compétents dans leur domaine. Merci Julien. J'avais une question pour terminer. De ce que tu dis, effectivement, ce confinement-là, on l'optimise et ça nous a permis de nous renouveler ou de développer ou d'innover dans certaines pratiques, notamment toi dans la relation peut-être que tu as avec les athlètes ou la programmation que tu as avec les athlètes. Est-ce que tu as des choses que tu vas faire perdurer post-confinement que tu auras expérimenté tout au long de cette période? Comme tu as dit, je pense qu'effectivement, on a un contact qui s'est, je dirais pas amélioré, parce que quand on est au contact des athlètes tous les jours, au quotidien, en face à face, le contact, il existe, mais là, on a une relation qui est améliorée par le fait que on est obligé de se dire les choses, on est obligé de se confier, et je pense que comme l'ont dit certains de mes collègues que j'ai entendus depuis le début du confinement, on a un rôle d'accompagnement important pendant ce confinement. Donc, c'est là où je pense que la relation est intéressante, et ça, il faudra le garder après. Et puis, je repense à mon idée vraiment forte que j'ai essayé de vous amener, c'est travailler sur les points faibles. Le confinement nous permet de consacrer du temps et de mettre le doigt sur des choses qui sont importantes. Ça, je pense que ça fait partie des choses qu'il faut garder après hors confinement, et c'est pas parce qu'on va retourner s'entraîner qu'il faudra oublier toutes ces petites routines que là on a pu mettre en place et qui, à mon avis, vont faire le plus grand bien à tous les sportifs. Merci Julien pour tous ces éléments, ces éclaircissements, ce partage. Effectivement, ça permet de mettre du sens à ce confinement et de ne pas partir dans tous les sens face à l'afflux des choses qu'on regarde. Je te remercie pour le partage, pour le concept. Le PowerPoint, il sera dans les commentaires en lien et vous pourrez le télécharger et l'observer et le regarder. On s'excuse encore du bug informatique qu'on a rencontré. Néanmoins, vous pourrez retrouver le replay sur cette chaîne prochainement. Et dans le replay, vous aurez la totalité de l'intervention sans les aléas techniques. On se donne rendez-vous vendredi à 11h avec Fabien Frédérizac, qui est CTS des Hauts-de-France, où là, on abordera une autre des composantes de notre activité et plutôt tout ce qui est l'aspect mental et comment on peut intégrer la prépa mentale dans l'entraînement. Julien, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de confinement et surtout restez chez vous. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.